pour Le Sorceleur, livre 3, Le sang des elfes. Hélène Blatt, Feinwed, Derme en Kelented, Enga de Velin deledad, Kenes venelesat, Feinwed, Hélène Blatt. Petite fleur, berceuse et comptine populaire des elfes. En vérité, je vous le dis, voici venir l'ère de l'épée et de la hache, l'ère de la terrible tourmente. Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche, le temps de la folie et du mépris. Ted Derlach, le temps de la fin. Le monde disparaîtra sous la glace et renaîtra avec le nouveau soleil. Il renaîtra par le sang ancien, Einitchar, la graine semée, la graine qui ne germera point, mais fera jaillir la flamme. Estuaecé, cela se passera ainsi. Scrutez les signes, quels seront-ils? Je m'en vais vous le dire. Tout d'abord, la terre sera noyée dans le sang. Ain Sidet, le sang des elfes. Ain Itznepish, la prophétie d'Itlin, Agin, Alin, Avin. Ça commence bien ce tome 3. Hein. Moi qui me disais ce que j'ai pas trop galéré à lire, on commence parfaitement avec de l'elfique à lire vraiment incroyable. Chapitre 1er. La ville était en feu. Les étroites ruelles qui menaient aux douves, à la première terrasse, crachaient de la fumée et de la braise. Les flammes dévoraient les toits des chaumières étroitement serrées les unes aux autres et léchaient les murs du château. À l'ouest, depuis la porte qui donnait sur le port, s'élevait un énorme vacarme, les échos d'une lutte sans merci, les coups sourds du bélier qui faisaient trembler les remparts. Ils avaient été submergés par surprise, après que les assaillants eurent renversé la barricade défendue par quelques soldats, des habitants armés de hallebardes et des arbalétriers de métier. Des chevaux enveloppés de carpassons noirs survolaient les obstacles tels des sceptres. Des lames blanches et scintillaient semaient la mort parmi les défenseurs en fuite. Top le nouveau design. Ah, nice keep. Est-ce que, vu que tu es là, le son de la musique par rapport à ma voix n'est pas trop... un décalage trop important pour éviter que ça casse les oreilles des gens sur le live et également sur YouTube. Ciri sentit le chevalier qu'il avait emporté sur sa selle talonner violemment sa monture. Elle avait entendu son cri « Accroche-toi, accroche-toi !» D'autres chevaliers aux couleurs de Cintra les devancèrent et fondirent sur les Nilfgaardiens. Ciri aperçut la scène l'espace d'un instant du coin de l'œil, un immense tourbillon où se mêlaient des capes bleues et or et des capes noires, au milieu du fracas de l'acier, du grondement des lames contre les boucliers, du hennissement des chevaux. Un cri? Non, pas un cri, un hurlement. « Accroche-toi !» L'effroi. Chaque secousse, chaque saccade, chaque soubresaut du cheval meurtrit ses mains agrippées aux rênes. Ses jambes, douloureusement contractées, ne trouvent pas d'appui. La fumée fait larmoyer ses yeux. Les bras qui entourent l'étoffe l'étranglent, compriment douloureusement ses côtes. Alentour s'élève un cri, comme elle n'en a jamais entendu auparavant. Que peut-on faire à un homme pour qu'il hurle ainsi? La peur, annihilante, paralysante, suffocante. De nouveau, le fracas des armes, le renaclement des chevaux. Tout autour, les maisons dansent, des fenêtres propulsées par le souffle des flammes atterrissent soudain là où, un instant plus tôt, se trouvait une ruelle boueuse jonchée de cadavres, encombrée par des biens que les habitants avaient abandonnés dans leur fuite. Derrière le dos de Ciri, le chevalier en soudain, pris d'une toux étrange, rauque. Du sang gicle sur ses mains soudées aux rênes, un hurlement, le sifflement des flèches, la chute, la secousse, le choc douloureux contre l'armure. À côté d'elle, un grondement de sabots. Au-dessus de sa tête, le ventre d'un cheval et sa sangle déchirée passant en un éclair. Le ventre d'un deuxième cheval, un cabaracon noir volant au vent. Des gênements semblables à ceux d'un bûcheron qui abattrait du bois. Mais ce n'est pas du bois, c'est le fer contre le fer. Un cri, étranglé et sourd. Tout près d'elle, quelque chose de grand et noir s'effondre dans un éclaboussement de boue et saigne atrocement. Son pied armé tremble, s'agite, creuse la terre de son énorme éperon. Non, t'inquiète, bah, tant mieux alors. Un tiraillement, une force arrache Ciri du sol, la hisque jusqu'à l'arçon de sa lacelle. Accroche-toi. De nouveau, la course chaotique, le galop effréné. Les mains et les pieds de la fillette cherchent désespérément un appui.
Le cheval se cabre soudain. Accroche-toi! Il n'y a aucun appui, aucun... du sang. Le cheval s'écroule. Impossible de sauter, impossible de fuir, d'échapper à l'étreinte puissante de ses bras revêtus d'une cotte de maille. Impossible d'échapper au sang qui se répand sur sa tête, sur sa nuque. Une secousse, le clapotement de la boue, la collision brutale avec le sol, l'inertie après la chevauchée sauvage, les hennissements inquiétants du cheval qui renacle en tentant de soulever sa croupe, le bruit sourd de ses fers, l'agitation de ses pâturons et de ses sabots, des capes et des caparaçons noirs, un cri. Dans la ruelle, le feu fait rage, le mur rouge et sifflant du feu. Devant lui se dresse un cavalier gigantesque. Sa tête semble dépasser les toits en flammes. Son cheval, couvert d'un caparaçon noir, trépigne, balance la tête, hennit. Le cavalier la fixe du regard. Ciri aperçoit l'éclair de ses yeux à travers le ventail de son grand aume orné des ailes d'un rapace. Elle voit le reflet du feu sur la large lame de l'épée qui pend au bout de son bras ballant. Le cavalier la regarde. Ciri ne peut pas bouger. Les bras inertes du mort qui lui enserrent la taille l'en empêchent. Une chose lourde, baignée de sang, l'immobilise. Une chose qui est étendue sur sa cuisse et la cloue sur le sol. La peur aussi paralyse Ciri. Une peur monstrueuse qui lui tord les entrailles et la rend sourde au gênement du cheval blessé, au hurlement du feu, au cri des hommes que l'on massacre, au grondement des tambours. La seule chose qui existe, qui compte, qui importe, c'est la peur. La peur qui a pris la forme d'un chevalier noir en aume orné de plumes, impassible devant le mur pourpre des flammes en furie. Le cavalier cabre sa monture, les ailes du rapace sur son aume se mettent à battre. L'oiseau prend son envol. Il s'apprête à attaquer sa proie sans défense, paralysé par la peur. L'oiseau, ou peut-être le cavalier, crie, craille, terriblement, monstrueusement, triomphalement. Le cheval noir, l'armure noire, la cape noire balayée par le vent, et, en toile de fond, le feu, une mer de feu. L'effroi. L'oiseau glottit. Ses ailes battent l'air, ses plumes fouettent son visage. L'effroi. À l'aide! Pourquoi personne ne vient à mon aide? Je suis seule, petite et sans défense. Je ne peux pas bouger. Je ne peux même pas émettre le moindre son avec ma gorge nouée. Pourquoi personne ne vient à mon secours? J'ai peur. Des yeux de feu à travers le ventrail du grand homme ailé. La cape noire recouvre tout. Ciri! Elle se réveilla, transie, couverte de sueur, tandis que son propre cri, celui qu'il avait tiré de son sommeil, retentissait toujours. Il vibrait quelque part en elle, dans sa poitrine, et brûlait son larynx desséché. Ses mains, agrippées à la couverture, étaient douloureuses. Son dos lui faisait mal. « Ciri, calme-toi !» Alentour, dans la nuit noire, une brise fraîche faisait grincer les troncs des pins et chanter leurs branches dans un bruissement mélodieux et régulier. Le brasier et les cris avaient disparu. Seule restait la douce berceuse du vent entre les arbres. À côté de Ciri, le feu du bivouac palpitait de lumière et de chaleur. Les flammes se reflétaient dans les boucles du harnais, leur lumière rouge se réfléchissait dans la poignée, et la garde de l'épée appuyée contre la selle qui reposait contre lui. Il n'y avait pas d'autre feu, ni d'autre épée. La main qui touchait sa joue sentait le cuir et la cendre, pas le sang. Geralt? Ce n'était qu'un rêve, un mauvais rêve. Ciri frémit de tous ses membres, contractant ses bras et ses jambes. Un rêve, rien qu'un rêve. Le feu se consumait déjà. Les bûches de bouleau, rouges et incandescentes, craquaient et crachaient des flamèches bleues. Celles-ci éclairaient les chevaux blancs et les traits anguleux de l'homme qui enveloppait Ciri dans une couverture et une peau de bête. Geralt, je reste à côté de toi. Dors, Ciri. Tu dois te reposer. Nous avons encore une longue route devant nous. J'entends une musique, se dit-elle. Dans ce tumulte, il y a une musique, le son d'un luth et des voix. La princesse de Cintra, l'enfant du destin, l'enfant du sang ancien, le sang des elfes. Et Geralt de Rive, le loup blanc et son destin. Non, non, c'est une légende, l'invention d'un poète. Elle est morte. Elle a été tuée dans les rues de la ville alors qu'elle tentait de fuir. Accroche-toi, accroche. Geralt? Qu'y a-t-il, Ciri? Que s'est-il passé?
Que m'a-t-il fait? Qui donc? Le chevalier. Le chevalier noir avec un homme orné de plumes. Je ne me souviens plus de rien. Il criait et me fixait des yeux. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé ensuite. Je sais juste que j'avais peur. J'avais terriblement peur. L'homme se pencha. La lueur du foyer se reflétait dans ses yeux. C'étaient des yeux étranges. Très étranges. Autrefois, Ciri en avait peur. Elle n'aimait pas les regarder. Mais c'était il y a longtemps. Très longtemps. Je ne me rappelle plus rien, murmura-t-elle, cherchant la main de l'homme dont la peau était dure et rêche comme le bois brut. Ce chevalier noir... Ce n'était qu'un rêve. Tu peux dormir tranquille. Ça ne se reproduira plus. Ciri avait déjà entendu pareille promesse par le passé. On les avait répétées maintes fois pour la rassurer, après que son propre cri le réveillait en pleine nuit. Mais c'était différent à présent. Elle y croyait, parce que cette promesse sortait de la bouche de Geralt de Rive, le loup blanc, le sorceleur qui lui était destiné, auquel elle était destinée, celui qui l'avait retrouvée en plein cœur de la guerre, de la mort et du désespoir, l'avait prise avec lui et lui avait promis qu'ils ne se sépareraient plus jamais. Elle se rendormit sans lâcher sa main. Le barde avait terminé son chant. La tête Le barde avait terminé son chant. La tête légèrement inclinée, il reprit doucement sur son luth le motif de sa ballade, un ton plus haut que l'élève qui l'accompagnait. Personne ne soufflait mot, hormis la musique qui s'éteignait peu à peu. Seul se faisait entendre le bruissement du feuillage d'un auguste chêne et le craquement de ses ramures. Soudain, une chèvre, attachée par une corde à l'une des charrettes qui entouraient l'arbre séculaire, émit un long bêlement. Comme en réponse à l'appel de l'animal, l'un des spectateurs rassemblés en un grand demi-cercle se leva. Rejetant sur son épaule sa cape bleue de cobalt chamarrée d'or, il s'inclina avec raideur et distinction. « Merci, maître Jasquier, dit-il d'une voix basse mais sonore. Moi, Radcliffe d'Oxenfurt, maître des arcanes de la magie, je souhaiterais te dire, au nom de nous tous ici présents, notre reconnaissance et notre profonde estime pour ton œuvre grandiose et ton talent. » Le magicien parcourut du regard les personnes pressées au pied du chêne, les unes debout, les autres assises sur leurs charrettes. Les spectateurs, dont le nombre dépassait bien la centaine, secouaient la tête et chuchotaient entre eux. Quelques-uns se mirent à applaudir, d'autres saluèrent le barde de leurs mains levées. Les jeunes filles émues reniflaient et essuyaient leurs larmes avec ce qu'elles pouvaient, en fonction de leur rang, de leur métier et de leur fortune. Les paysannes se servaient de leurs avant-bras ou du dos de leurs mains. Les femmes des marchands de leurs fichus en lin, les elfes et les damoiselles de leurs battistes. Quant aux 3 filles du notable Vilibert, qui, avec l'ensemble de son cortège, avaient interrompu sa chasse aux faucons pour écouter le récital du célèbre troubadour, elles se mouchaient bruyamment et d'une manière qui se voulait poignante de leur élégante écharpe de laine gris vert. Ça veut dire quoi se moucher bruyamment d'une manière poignante? Se moucher avec émotion et conviction. Ou alors il a juste dit ça parce qu'il n'osait pas dire se moucher de manière dégueulasse. Tellement elle a soufflé fort, ça a fait un trou dans le mouchoir. Je n'exagère en rien, poursuivit le magicien. Lorsque je dis que tu nous as émus aux larmes, maître Jasquier, tu nous as fait cheminer sur les voies de la réflexion et de la méditation. Tu as fait vibrer nos cœurs, qu'il me soit permis de t'exprimer toute notre gratitude et notre respect. Le troubadour se leva et s'inclina en balayant ses genoux de la plume d'aigrette qui garnissait son petit chapeau fantasque. Son élève s'arrêta de jouer, découvrit ses dents dans un sourire et s'inclina également. Mais maître Jasquier lui lança aussitôt un regard menaçant et grommela quelque chose. Le garçon baissa la tête et reprit sa discrète mélodie sur les cordes de son luth. La foule s'anima. Les marchands, leur conciliabule terminé, sortirent de l'un des chariots un gros tonnelet de bière qu'ils firent rouler jusqu'au devant le chêne. Le magicien Radcliffe se plongea dans une conversation à voix basse avec le notable Vilibert. Les filles de ce dernier avaient cessé de se moucher et fixaient sur Jasquier un regard plein d'admiration. Le barde ne le remarquait pas, tout occupé qu'il était lui-même à adresser des sourires éclatants et des clins d'œil en direction d'un groupe d'elfes voyageurs, murés dans un silence hautain, en particulier à l'une des elfes, une beauté aux cheveux noirs et aux grands yeux,
coiffé d'une petite toque en hermine. Jasquier avait des concurrents. Parmi son auditoire, des chevaliers, des étudiants et des ménestrels avaient également jeté leur dévolu sur cette créature aux grands yeux et à la jolie toque, et ils la courtisaient du regard. La jeune elfe, visiblement ravie de l'intérêt qui lui était porté, tripotait les manchettes en dentelle de son chemisier et battait des cils, mais ses compagnons l'entouraient de toutes parts et ne cachaient pas leur antipathie vis-à-vis des galants. La clairière située au pied du chêne Bléobéris était un lieu de fréquent rassemblement, de halte pour les voyageurs et de rencontres pour les passants, célèbre pour la tolérance et l'ouverture d'esprit qui y régnait. Les druides qui s'occupaient de l'arbre séculaire l'avaient appelé « lieu de l'amitié » et y accueillaient volontiers quiconque souhaitait s'y arrêter. Pourtant, même en de grandes occasions comme le récital que venait de donner le troubadour célèbre dans le monde entier, les voyageurs restaient en petits comités, distinctement isolés. Les elfes s'étaient regroupés entre eux, les ouvriers nains s'étaient joints à leurs congénères armés jusqu'aux dents, engagés pour défendre la caravane des marchands, et ils ne toléraient tout au plus à côté d'eux que les mineurs gnomes et les fermiers lutins. Tous les non-humains gardaient leur distance vis-à-vis des humains. Ceci leur rendait l'appareil et ne faisait pas davantage montre d'un quelconque désir d'intégration. La noblesse regardait les marchands à l'école porteurs d'un air dédaigneux. Les soldats et les mercenaires s'écartaient des bergers et de leurs peaux de mouton nauséabondes. Quant aux rares magiciens et leurs apprentis, ils s'isolaient complètement et gratifiaient unanimement leur entourage de la même arrogance. Enfin, plus loin, on apercevait une masse de paysans compacts, sombres, moroses et silencieuses. Ceux-là aussi, dont la forêt de râteaux, de fourches et de fléaux s'élevait au-dessus de leur tête, leur conférait l'allure d'une armée, ignoraient tout et tout le monde. Comme à l'accoutumée, les enfants faisaient exception. Libérés de l'obligation de garder le silence qui avait été imposé durant le récital du barde, la marmaille avait filé jusqu'à la forêt dans un vacarme sauvage afin de s'adonner passionnément à un jeu dont les règles semblaient incompréhensibles à quiconque avait déjà quitté les heureuses années de l'enfance. Les petits hommes, elfes, nains, lutins, gnomes, demi-elfes, quarts d'elfes et autres moutards d'origine mystérieuse ignoraient tout des classifications par la race et par le rang, pour l'instant. « C'est bien vrai », s'écria l'un des chevaliers présents dans la clairière. Un échelat au physique sec, vêtu d'un pourpoint rouge et noir, orné de 3 lions en marche. Le magicien a bien parlé, ses balades étaient magnifiques. Sur mon honneur, sieur Jasquier, si un jour vous vous retrouvez dans les environs de la Corne Chauve, le manoir de Monseigneur, venez nous rendre nos visites. N'hésitez pas un seul instant. Nous vous accueillerons en prince, que dis-je, nous vous accueillerons comme nous le ferions avec notre roi Visimir lui-même. Sur mon épée, j'en fais le serment. J'ai entendu de nombreux ménestrels, mais il ne nous arrivait même pas à la cheville, maître. Recevez, de la part d'un homme de sang noble et adoubé, respect et hommage pour votre virtuosité. Sentant, à juste titre, venir le moment opportun, le troubadour lança un clin d'œil à son élève. Le garçon posa son luth et prit au sol un coffret qui servait à recueillir, parmi l'auditoire, des marques de reconnaissance plus quantifiables. Il hésita un instant, balaya l'assemblée du regard, puis reposa le coffret pour saisir un gros baquet qui se trouvait à côté. Maître Jasquier approuva le discernement du jeune garçon d'un sourire bienveillant. Et oui, c'est bien beau de faire le spectacle, mais c'est quand même mieux de payer les artistes. Maître, appela une femme de belle allure, assise sur un chariot portant l'inscription « Vera Lowenpot et fils », où s'entassaient une multitude d'articles en osier. Ces fils étaient introuvables, sans doute occupés à dilapider la fortune amassée par leur mère. « Voyons, maître Jasquier, vous n'y pensez pas. Vous nous laisserez ainsi dans la certitude? Votre balade n'est pourtant pas finie. Chantez-nous donc la suite. » Les chants et les ballades demeurent inachevés, gentes dames, parce que la poésie est éternelle et immortelle. Elle ne connaît ni début, ni fin, s'inclina l'artiste. Toujours ce sens de la prose de la part de Jasquier, quand même. Mais que s'est-il passé ensuite? La femme d'affaires n'en débordait pas, et continuait de jeter des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes dans le baquet que lui présentait l'élève. C'est une pigeonne, quoi. Racontez-le nous, au moins, à défaut de nous le chanter. Aucun prénom n'a été mentionné dans votre balade, et pourtant,
Nous savons tous bien que le sorceleur dont vous chantez les faits n'est autre que le fameux Geralt de Rive, tandis que la magicienne pour laquelle il brûle d'amour est la non moins célèbre Yennefer. Quant à cette enfant surprise, promise et destinée au sorceleur, il s'agit bien sûr de Cyrilla, la malheureuse princesse de Cintra, détruite par les envahisseurs, n'est-ce pas? Jasquier sourit d'un air fier et mystérieux. Les thèmes de mes chants sont universels, généreuse bienfaitrice déclaratrice. Je chante des émotions qui pourraient être celles de tout un chacun. Je n'évoque personne en particulier. C'est ça, s'écria quelqu'un parmi l'assemblée. On sait tous que vos chansonnettes parlaient du sorceleur Geralt. C'est vrai, pépièrent en chœur les filles du notable Vilibert, tout en faisant sécher leurs écharpes mouillées de larmes. Chantez encore, maître Jasquier. Que s'est-il passé ensuite? Est-ce que le sorceleur et la magicienne Yennefer se sont finalement retrouvés? Se sont-ils aimés? Ont-ils vécu heureux? Nous voulons savoir, maître. Allons bon, grassaya le chef du groupe des nains, tout en faisant trembler son imposante barbe rousse qui descendait jusqu'à la taille. C'est de la belle fiente, toutes ces princesses et ces magiciennes, ce destin, cet amour et ces autres verbiages de pucelles. Tout ceci n'est que baliverne, n'en déplaise à Messire le poète. Ce n'est que pure invention romanesque pour embellir l'histoire et nous émouvoir. Mais, pour ce qui est des faits d'armes, comme le massacre et le pillage de Cintra, ou les batailles du Manardal et de Soden, alors là, vous nous les avez magnifiquement chantés, Jasquier. Ah, on ne regrette pas l'argent versé pour avoir écouté un tel chant qui rend si heureux le cœur des guerriers. On a bien vu que vous ne comptiez point de sornettes. Je l'affirme haut et fort, moi, Sheldon Skaggs, qui sait discerner le vrai du faux, parce que j'y étais, moi, à Soden, et j'ai fait face aux envahisseurs nilfgaardiens à la hache au poing. Moi, Donimir de Troie, j'ai connu les 2 batailles de Soden, mais je ne vous y ai point vu, messire nains, lança le chevalier maigre vêtu d'un pourpoint aux 3 lions. Parce que vous deviez sans doute surveiller les arrières, rétorqua aussi sec Sheldon Nasgag. Moi, j'étais en première ligne, là où ça chauffait vraiment. Prends garde à ce que tu dis, le barbu, rougit Donimir de Troie, tout en remontant son ceinturon lesté de son épée. Et à qui tu le dis? Prends garde toi-même. Le nain donna un coup sec de la main sur la hache, glissée sous sa ceinture. Il se retourna en direction de ses compagnons et découvrit ses dents. Vous l'avez vu? Ce bélitre de chevalier avec son blason, 3 lions dans ses armoires, l'un gronde, les 2 autres chient. Du calme. Un druide aux cheveux grisonnants, vêtu d'une tunique blanche, mit un terme à cette altercation d'une voix sévère et imposante. Il ne sied point, messieurs, pas en ces lieux, pas sous la frondaison de Bléobéris, le chêne ancestral qui existait déjà avant tous les conflits et toutes les querelles de ce monde, et pas en présence du poète Jasquier, dont les ballades devraient nous apprendre à aimer, et non à nous quereller. C'est bien vrai, renchérit un prêtre, petit et obèse, dont le visage luisait de sueur. Vous regardez, mais vous n'avez point d'yeux. Vous écoutez, mais vos oreilles restent sourdes, parce que l'amour divin n'est pas en vous, parce que vous êtes comme des tonneaux vides. À propos de tonneaux, piailla un gnome au long nez depuis une charrette affichant l'inscription « Quincaillerie, fabrication et vente ». Sortez-en donc un autre, messieurs les brasseurs. Pour sûr que le poète Jasquier a le gosier sec, et nous aussi, après toutes ces émotions. En vérité, je vous le dis, vous êtes comme des tonneaux vides. Le prêtre couvrit de sa voix celle du gnome, n'ayant aucune intention de se laisser démonter, ni d'interrompre son sermon. Vous n'avez absolument rien retenu des ballades de Jasquier. Vous n'avez tiré aucun enseignement. Vous n'avez pas compris qu'elle parlait du destin des hommes, du fait que nous ne sommes que des pions entre les mains des dieux, et nos contrées, leur échiquier. Ces ballades parlaient de la destinée, de notre destinée à tous. Quant à la légende du sorceleur Geralt et de la princesse Cyrilla, bien qu'elle ait pour toile de fond cette fameuse guerre, elle n'est autre qu'une métaphore, le fruit de l'imagination d'un poète, qui devait lui servir à nous. Tu divagues, vague, saint homme, déclara Vera Lowenpot depuis l'auteur de son chariot. Qui parle de légende, de fruits de l'imagination? Croyez ce que bon vous semble, mais moi, je connais Geralt de Rive. Je l'ai vu de mes propres yeux, à Wizima, où il a désenvoûté la fille du roi Foltest. Je l'ai ensuite revu sur la route des marchands, où,
À la demande de la guilde, il a terrassé un dangereux griffon qui attaquait les caravanes, sauvant ainsi la vie à de nombreux bonnes gens. Non, ce n'est ni une légende, ni un conte, c'est la vérité, la pure vérité que nous a chanté Maître Jasquier. Je le confirme, l'ancienne guerrière élancée, aux longs cheveux noirs lissés vers l'arrière et tressés en une lourde natte. Moi, Rayla de Lyrie, je connais également Geralt le loup blanc, le célèbre bourreau des monstres. J'ai aussi rencontré à plusieurs reprises la magicienne Yennefer lorsque je séjournais à Erdin, dans la ville de Vengerberg, où est sa demeure. Cependant, j'ignore tout de leur amour partagé. Ce doit pourtant être vrai, dit soudain d'une voix mélodieuse la belle elfe à la toque en hermine. Une si belle ballade sur l'amour ne peut avoir été inventée. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas détruire vos oreilles, bien sûr. Elle ne le peut pas, reprirent en chœur les filles du notable Vilibert qui, à l'unisson, s'essuèrent les yeux avec leurs écharpes. En aucun cas. Honorable mage, Ver Alwenpopt s'adressa à Radcliffe. S'aimait-il ou pas? Vous devez assurément savoir ce qui s'est réellement passé entre eux, entre le sorceleur et cette Yennefer. Levez le voile sur ce mystère. Si le chant prétend qu'ils s'aimaient, eh bien, c'est la vérité. Et cet amour durera des siècles, sourit le magicien. Tel est le pouvoir de la poésie. On dit que Yennefer de Vengerberg a péri sur le mont de Soden, intervint le notable Vilibert, comme de nombreuses autres magiciennes. C'est faux, intervint Donimir de Troyes. Son nom ne figure pas sur la stèle. Je viens de cette contrée, je suis allé plus d'une fois sur le mont, et j'y ai lu les noms qui y sont gravés. 3 magiciennes y sont mortes. Triss Merigold, Lita Neyed, que l'on appelait Corail, et le nom de la 3e m'échappe. Le chevalier jeta un regard au magicien Radcliffe, mais celui-ci ne fit que lui sourire et ne souffla mot. Et ce sorceleur, déclara soudain Sheldon Skaggs, ce fameux Geralt qui aimait cette Yennefer, il paraît que, désormais, il mange les pissenlits par la racine. J'ai ouï dire que l'on avait oxy quelque part dans les environs d'autres rives. Il abattait les monstres les uns après les autres, mais à bon chat, bon rat. C'est ainsi, mes amis, qui brandit le fer, périt par le fer. Chacun doit un jour tomber sur plus fort que soi et mordre la poussière. Je n'en crois pas un mot. La guerrière élancée tordit ses lèvres pâles en une grimace. Elle cracha fougueusement à terre et, dans un cliquetis métallique, croisa sur sa poitrine ses bras protégés par des brassards de mailles armés de pointes. Elle déconne pas du tout. Elle va péter la gueule aux gens. Je ne crois pas que Geralt de Rive ait pu tomber sur plus fort que lui. J'ai eu l'occasion de voir ce sorceleur manier l'épée. La rapidité de ses gestes est tout simplement surhumaine. Voilà qui est bien dit, intervint le sorceleur Radcliffe. Surhumaine, c'est le mot. Les sorceleurs sont des mutants, c'est pourquoi la rapidité avec laquelle ils réagissent... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, messire le magicien. La guerrière tordit ses lèvres en une grimace encore plus hideuse. Vos mots sont un peu trop savants. Je sais une chose, des bonnes lames, j'en ai connu. Et j'en connais encore, mais aucune n'arrive à la cheville de Geralt de Grive, le loup blanc. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il ait pu être vaincu au combat, comme le prétend Messire Nain. Tu sais, pas trop écouter les noms quand même, à part quand ça parle d'argent. Tout escrimeur est couillon quand ses ennemis sont légion. Elle est incroyable celle-là. Tout escrimeur est couillon quand les ennemis sont légion. Je vais me la noter. Ça va, je pense que ça va devenir... Non mais... Salut Féline, comment vas-tu? Non, incroyable. Non mais l'incroyable, ça va 100% devenir ma bio Twitter à la fin du live. Donc du coup, tout escrimeur est couillon quand ses ennemis sont légion, fit Sheldon Skaggs d'une voix sentencieuse. C'est ce que disent les elfes. Les elfes n'ont pas pour habitude de s'exprimer aussi vulgairement, déclara froidement une représentante du peuple ancien. Un représentant, pardon. Un grand blond qui se tenait debout à côté de la belle à la toque. « Oh non, non !» s'écrièrent de derrière leur écharpe verte les filles du notable Vilibert. Geralt le sorceleur n'a pas pu mourir. Il a retrouvé Ciri, qui lui était destinée, et aussi Yennefer, et tous 3 vécurent heureux pour longtemps. N'est-ce pas, maître Jasquier?
Ce n'était là qu'une balade, gente damoiselle, fit en bâillant le gnome avide de bière, quincailler de son état. Comment voulez-vous vous y retrouver ne serait-ce qu'une once de vérité? La vérité, c'est une chose, la poésie, une autre. Prenez par exemple cette... Comment s'appelait-elle déjà? Ciri, cette fameuse surprise. Elle a été inventée de toutes pièces par le poète. Je me suis rendu plusieurs fois à Cintra, et je sais que le roi et la reine étaient un couple sans enfants. Ils n'avaient ni fille, ni garçon. Mensonge, s'écria un homme roux, vêtu d'une veste en peau de phoque, le front ceint d'un bandeau à carreaux. La reine Calante, la lionne de Cintra, avait une fille appelée Pavetta. Celle-ci a péri en mer avec son époux, au cours d'une tempête. Les flots marins les ont engloutis tous les deux. Ah, c'est bien vrai ça par contre. Vous voyez bien que je ne mens pas. Le quincailler prit tout le monde à témoin. La fille du roi de Cintra ne s'appelait pas Ciri, mais Pavetta. Cyrilla, surnommée Ciri, était justement la fille de Pavetta, expliqua le roux. Elle était donc la petite fille de Calante. Elle n'était pas la fille du roi, mais était princesse de Cintra. C'était elle l'enfant surprise destiné au sorceleur. Elle que la reine avait juré de confier à ce dernier avant même sa naissance, comme nous l'a chanté Messire Jasquier. Mais le sorceleur ne put la retrouver et la prendre avec lui. Ici le poète est passé à côté de la vérité. C'est peu dire qu'il est passé à côté de la vérité. Un Jouvenceau se mêla à la conversation. À en juger par sa tenue, ce devait être un compagnon qui réalisait sa tournée avant de pouvoir passer maître. Le sorceleur n'a pas rencontré son destin. Cyrilla est morte au cours du siège de Cintra. La reine Calante, avant de se jeter de sa tour, a donné elle-même la mort à la princesse, afin qu'elle ne tombe pas vivante entre les griffes de Nilfgaard. C'est faux. Cela ne s'est pas passé ainsi, protesta le roux. La princesse fut tuée au cours du massacre alors qu'elle tentait de fuir la ville. D'une manière ou d'une autre, le sorceleur n'a pas retrouvé cette Cyrilla, s'écria le quincailler. Le poète a menti. Et pourquoi il veut autant que Jasquier ait menti, c'est dingue. C'est quoi ce gros rageux là? Oui, mais il l'a fait avec brio, déclara la petite créature à la toque, tout en se blottissant contre le grand elfe. Et Jasquier, elle est en train de tomber pour toi celle-là. Il n'est pas ici question de poésie mais de fait, rappela le compagnon. Je dis que la princesse est morte de la main de sa propre grand-mère. Tous ceux qui étaient à Cintra peuvent le confirmer. Et moi, je dis qu'elle a été tuée dans les rues de la ville alors qu'elle tentait de fuir, soutint le roux. Je le sais parce que, bien que n'étant pas originaire de Cintra, j'ai fait partie de la garde du Jarl de Skellige, un allié de Cintra durant la guerre. Comme vous le savez tous, Eysturcich, le roi de Cintra, était justement originaire des îles Skellige. Il était l'oncle du Jarl. Quant à moi, j'ai combattu au sein de la garde du Jarl dans la vallée du Mordal et à Cintra, et ensuite, après la défaite, à Sodden. Mais concrètement, en fait, cette partie, on s'en fout un peu. Genre, pourquoi ils font une guerre d'ego pour savoir qui a raison? Encore un combattant, grommela Sheldon Skaggs, aux nains entassés autour de lui. Rien que des héros et des guerriers. Eh, mes amis les nains, y en aurait-il un seul parmi vous qui n'aurait pas combattu à Dol Marnal ou à Sodden? L'ironie n'est pas de mise, Skaggs sermonna le grand elfe en enlaçant la beauté à la toque, de manière à balayer le doute qui aurait pu habiter les autres admirateurs de la belle. Ne crois pas que tu sois le seul à avoir combattu à Sodden. Sans chercher bien loin, j'ai moi-même pris à cette bataille. Je serais curieux de savoir dans quel camp, déclara le notable Villibert à Radcliffe, dans un chuchotement bien distinct que l'elfe ignora complètement. Comme nous le savons tous, poursuivit ce dernier sans même adresser un regard au notable et au magicien, ils furent bien plus de 100 000 à s'affronter lors de la seconde bataille de Sodden. Au moins 30 000 d'entre eux furent tués ou blessés. Il convient de remercier Sieur Jasquier pour avoir immortalisé ce célèbre, mais terrible, combat dans l'une de ses ballades. Je n'ai point perçu de louange, ni dans ses paroles, ni dans sa mélodie, mais un avertissement. Je le redis, gloire et renom éternel à Messire le poète pour sa ballade grâce à laquelle il sera peut-être possible d'éviter qu'une telle tragédie, si horrible et inutile, se reproduise. Vraiment ? Déclara le notable Villibert, lançant un regard provoquant l'elfe. Vous avez trouvé des choses fort intéressantes dans cette balade, messire. La guerre fut inutile, dites-vous. Vous voudriez éviter une nouvelle tragédie à l'avenir? Devons-nous entendre par là que si Nilfgaard frappait de nouveau, vous nous conseillerez de capituler, d'accepter humblement le joug de l'envahisseur?
La vie est un don précieux qu'il convient de préserver, répliqua froidement l'elfe. Rien ne justifie les massacres et les hécatombes que furent les 2 batailles de Soden, celle de la défaite, puis de la victoire. Les 2 vous ont coûté, à vous, les hommes, des milliers de vies. Vous avez perdu un potentiel inimaginable. Du verbiage elfique, voilà ce que c'est, éclata Sheldon Skaggs. Des niaiseries. C'était le prix à payer pour que d'autres puissent vivre dans la paix et la dignité, au lieu de laisser des Nilfgaardiens nous emmenoter, nous aveugler, et nous jeter dans les mines de sel et de soufre sous la menace de leur fouet. Ceux qui sont morts en héros, mais qui vivront éternellement dans nos mémoires grâce à Jaskier, nous ont appris comment défendre nos foyers. Chantez vos ballades, Jaskier, chantez-les à tous. Ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, et ça nous sera bien utile, vous verrez. Si ce n'est aujourd'hui, demain, les Nilfgaardiens se dresseront de nouveau entre nous, et vous nous rappellerez mes paroles. Pour l'instant, ils pansent leurs blessures et reprennent des forces, mais le jour est proche où nous reverrons leurs capes noires et les plumes de leurs rameaux. Pourquoi s'acharne-t-il contre nous? S'écria Vera Loenpot. Pourquoi ne nous laisse-t-il pas vivre et travailler en paix? Que nous veulent-ils donc, ces Nilfgaardiens? Ils veulent notre sang, s'exclama le notable Willibert. Et nos terres, beugla quelqu'un parmi la foule de paysans. Et nos femmes, renchérit Sheldon Skaggs, en jetant des regards furtifs et menaçants autour de lui. Quelques personnes pouffèrent, mais discrètement. Peu de retenue quand même. L'idée est que quiconque, hormis les nains, puisse désirer les naines au physique plus qu'ingrat. L'idée que quiconque, hormis les nains, puisse désirer les naines au physique plus qu'ingrat était particulièrement drôle, mais ce n'était pas là un sujet anodin de moquerie ou de plaisanterie, surtout en présence de ces messieurs les nains, trapus et barbus, dont les haches et les sabres avaient une fâcheuse tendance à surgir incroyablement vite de derrière les ceintures. Fermement convaincus, pour on ne sait quelle raison, que le monde entier convoitait leurs femmes et leurs filles, ils étaient singulièrement sensibles sur ce point. Cela devait se passer ainsi, déclara soudain le druide grisonnant. Cela devait arriver. Nous avons oublié que nous ne sommes pas seuls sur Terre, que nous ne sommes pas le centre du monde. Tels des caracassins, stupides, paresseux et repus dans un étang vaseux, nous n'avons pas voulu croire à l'existence des brochets. Nous avons permis que notre monde, comme cet étang, s'embourbe et croupisse. Regardez autour de vous. Partout, ce n'est que crime et péché, envie, quête de la fortune, dispute, discorde, déclin des traditions, irrespect des valeurs, quelles qu'elles soient. Au lieu de vivre comme le veut la nature, nous nous sommes mis à la détruire. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Un air vicié par la puanteur des cheminées, des fleuves et des ruisseaux souillés par l'équarrissage et la tannerie, des forêts abattues massivement. Ah! Même sur l'écorce vivre de Bolé-Béris, regardez donc, là, juste au-dessus de la tête de Messire le poète, un mot hauteux, gravé au couteau, qui plus est avec des fautes. C'est le fait non seulement d'un vandale, mais encore d'un âne qui ne sait pas écrire. Pourquoi vous étonner? Cela devait mal se terminer. Et calme-toi, il a juste écrit sur un arbre. Prends pas 3 quarts ton rôle. Voilà, voilà, poursuivit le prêtre pensu. Revenez à la raison, pauvres pécheurs, tant qu'il en est encore temps, car la colère et la vengeance des dieux sont proches. Rappelez-vous la prophétie d'Ithlin, ses présages sur le châtiment des dieux qui s'abattra sur le peuple corrompu par le péché. Rappelez-vous, voici venir le temps du mépris. L'arbre perdra ses feuilles, le bourgeon tombera, le fruit pourrira et la graine moisira. Quant au lit des riveraires, il ne se remplira plus d'eau, mais de glace. C'est alors que viendra le froid blanc, et après lui, la lumière blanche, et le monde périra sous une tempête de neige. Ainsi parle la prophétesse Ithlin. Mais avant que tout cela ne survienne, des signes apparaîtront, des fléaux s'abattront sur la terre, parce que, rappelez-vous, Nilfgaard, c'est le châtiment des dieux. C'est le fouet avec lequel les immortels vous châtient, vous, les pécheurs, afin que... Oh là, fermez-la, saint homme, grogna Sheldon Skaggs, en tapant le sol de ses lourds craquenons. Vous nous donnez envie de vomir avec toutes vos superstitions et vos sornettes, ça nous remue les tripes. Attention, Sheldon, prévint le grand elfe dans un sourire. Ne te moque pas des autres religions. Ce n'est ni beau, ni poli, ni prudent. Je ne me moque pas, protesta le nain. Je ne remets pas en question l'existence des dieux, mais je me révolte quand quelqu'un les mêle aux nos affaires terrestres et nous jette de la poudre aux yeux avec des prophéties de je ne sais quelle folle d'elfe. Les Nilfgaardiens seraient donc l'instrument des dieux? Niaiserie.
Faites appel à votre mémoire, revenez au temps de Desmod, de Radoïd, de Sambuc, au temps d'Abrad le vieux chêne. Vous ne vous rappelez pas parce que votre vie est aussi courte que celle des éphémères, mais moi je m'en souviens, et je vais vous rappeler comment c'était, là, sur cette terre, juste après que vous avez débarqué sur le rivage, à l'estuaire de la Iruaga et au delta du Pontard. Des 4 bateaux qui ont accosté sont nés 3 royaumes. Ensuite, les plus forts ont englouti les plus faibles pour devenir ainsi plus puissants et asseoir leur pouvoir. Ils en ont encore assujetti d'autres et les ont assimilés. Quant aux royaumes, ils n'ont cessé de se développer pour devenir de plus en plus grands et puissants. À présent, Nilfgaard fait de même parce que c'est un pays fort et uni où règne l'ordre et la discipline. Et si, de votre côté, vous ne vous unissez pas, Nilfgaard ne fera de vous qu'une bouchée, comme le brochet avec le carcassin dont parlait notre druide plein de sagesse. Qu'ils essaient seulement. Donemir de Troie bomba son torse orné de 3 lions et fit claquer son épée dans son fourreau. Nous leur avons fait mordre la poussière à Soden, nous pouvons recommencer. Vous êtes bien sûr de vous, abaya Sheldon Skaggs. Vous avez visiblement oublié, messire Ladoubé, qu'avant la 2e bataille de Soden, Nilfgaard a traversé vos terres comme une meule de fer qu'il a semée. Sur les champs de bataille, des cadavres, des pauvres diables comme vous, depuis le Marnal jusqu'à autre rive. Les Nilfgaardiens n'ont été stoppés que par la force de la Témérie, de la Ridani, d'Edirn et de Kedwen, unis par une alliance et, bien loin de vous rassembler, pauvres gaillards criards. La concorde et l'unité, voilà ce qui les a arrêtés. Pas seulement, dit Radcliffe, Daniel de son prénom bien sûr, très froidement, d'une voix sonore. Pas seulement, sieur Skaggs. Le nain se racla la gorge bruyamment, se moucha, gratta le sol de ses bottes, puis fit une timide révérence en direction du magicien. Personne ne remet en question le mérite de vos confrères, dit-il. Malheur à celui qui ne reconnaît pas l'héroïsme des magiciens du monde de Soden qui se sont dressés courageusement contre l'ennemi, ont versé leur sang pour la même cause et ont contribué à la victoire de façon admirable. Jasquier ne les a pas oubliés dans sa balade. De même, nous ne les oublierons pas. Mais notez que ces magiciens étaient unis et solidaires. Sur le mont, ils avaient prêté allégeance à Vilgefortz de Rovegen, tout comme nous, les guerriers de 4 royaumes, l'avions fait avec Vizimir de Redani. Il est toutefois dommage que cette alliance et cette solidarité n'aient duré que le temps de la guerre. Dès que la paix fut rétablie, nous nous sommes de nouveau séparés. Vizimir et Foltest s'étouffent l'un l'autre avec des taxes de passage et des droits d'étape. Denmandlin, Derdin et Henselt se disputent la marche du nord. Quant à la ligue de Engforst et aux Thyssen de Kovir, ils prennent tout par-dessus la jambe. Et j'ai même ouï dire qu'il était vain de chercher des traces de l'alliance passée parmi les magiciens. Il n'y a pas de lien fort entre vous, pas de discipline ni d'unité. À Nilfgaard, si. Nilfgaard est gouverné par l'empereur Émir Var Éméris, un tyran et un autocrate qui force l'obéissance de ses sujets à grands coups de fouet, de lance et de hache, gronda le notable Vilibert. Que nous proposez-vous là, messire nains? Voudriez-vous que nous formions un peuple uni au prix de la même tyrannie? Et quel roi, quel royaume, à votre avis, devrait assujettir les autres? Entre quelles mains voudriez-vous voir le sceptre et le knut? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Répliqua Skaggs en hautant les épaules. Ce sont vos affaires à vous, les hommes. De toute manière, qu'importe le roi que vous choisirez, ce ne sera jamais un nain. En même temps, comment vous casser les couilles Ni un elfe, ni même un demi-elfe, ajouta le représentant du peuple ancien, qui serrait toujours la beauté à la toque dans ses bras. Vous considérez même les quarts d'elfes comme des êtres inférieurs. C'est là que le bas blesse, riquina Vilibert. Vous vous soufflez dans le même corne que Nilfgaard, parce que Nilfgaard crie aussi à l'égalité et vous promet le retour à l'ancien ordre dès qu'il nous aura vaincus et rasés de ces terres. C'est de cette unité, c'est de cette égalité que vous rêvez. C'est d'elle que vous parlez, c'est elle que vous clamez, parce que Nilfgaard vous verse de l'or pour ça. Du reste, rien d'étrange à ce que vous aimiez autant. C'est Nilfgaardien, c'est une race d'elfes. Baliverne, répondit froidement l'elfe. Vous comptez des niaiseries, messire. Leur racisme vous aveugle de façon évidente. Les Nilfgaardiens sont des hommes autant que vous l'êtes. La question, c'est est-ce qu'ils vont faire la bagarre au bout d'un moment?
C'est un pur mensonge. Ce sont les descendants des Chédés noirs, tout le monde le sait. Un sang elfique coule dans leurs veines, le sang des elfes. Et quel sang coule dans les vôtres? L'elfe affiche un sourire ironique. Nous mêlons nos sangs, le nôtre et le vôtre, depuis des générations, depuis des siècles. Nous y parvenons à merveille. J'ignore si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez commencé à condamner les unions mixtes il y a moins d'un quart de siècle, du reste, avec peu de succès. Désignez-moi aujourd'hui un seul être qui n'ait pas une goutte de Shade Ikear, du sang du peuple ancien, dans les veines. Vidibert rougit ostensiblement. Vera Loenpot devint cramoisie, elle aussi. Le magicien Radcliffe toussa et baissa la tête. Curieusement, les joues de la jolie elfe à la toque d'hermine rosirent légèrement. Nous sommes tous les enfants de notre mère, la terre. La voix du druide grisonnant retentit dans le silence. Nous sommes les enfants de mère nature, et, bien que nous ne la respections pas, bien que nous lui causons souvent moult inquiétudes et souffrances, bien que nous lui brisions le cœur, elle nous aime tous. Souvenons-vous-en, nous qui nous sommes rassemblés ici, sur le lieu de l'amitié. Ne nous querellons pas pour savoir qui d'entre nous fut le premier sur cette terre, parce que le premier à les accoster fut le gland. Excusez-moi. Premier à les accoster fut le gland, rejeté par les vagues, et de ce gland naquit le grand... Mais putain, mais ils le font... Ah, vous faites pas d'efforts aussi dans le livre, là. Et de ce gland naquit le grand Bléobéris, le plus vieux des chênes. Ah ok, c'est ce gland-là. Doublement perdu pour moi. Enfin, pardon de ma part. Nous qui nous tenons debout sous ces branchages, au milieu de ces racines séculaires, n'oublions pas nos propres racines fraternelles, ni la terre de laquelle elles sortent. Rappelons-nous les paroles de la ballade du poète Jasquier. « À propos, s'écria Vera Loenpot, où est-il » « Il a pris la poudre d'escampette, constata Sheldon Skaggs, en regardant l'espace vide sous le chêne. Il a pris l'argent, et il est parti sans dire au revoir. C'est bien là, des manières d'elfe. »« Des manières de nain, couigna le quincaillier. Des manières d'homme, rectifia le grand elfe, tandis que la beauté à la toque appuyait sa tête contre son épaule. « Eh, le croque-note » fit Mama Lanteri, en pénétrant dans la chambre sans prendre la peine de frapper. Des effluves de jacinthe, de sueur, de bière et de viande fumée envahirent la pièce. « Tu es un invité. Entrez, noble seigneur. » Jasquier remit ses cheveux en ordre et se redressa dans l'énorme fauteuil en bois sculpté qui l'occupait. Les deux jeunes filles qui étaient assises sur ses genoux se levèrent aussitôt et dissimulèrent leur attrait en tirant sur leurs chemises ouvertes. La pudicité des filles, se dit-il en lui-même poète, voilà un bon titre pour une ballade. Il se leva, boucla sa ceinture et enfila son caban tout en regardant le gentilhomme qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Vraiment, vous parvenez à me retrouver n'importe où, même si, pour cela, vous choisissez rarement le moment opportun. Par chance, je ne suis pas encore parvenu à décider laquelle de ces beautés je préférerais, et, avec tes tarifs, Lanthieri, je ne puis me permettre de garder les deux. Mama Lanthieri lui adressa un sourire indulgent et claqua des mains. Les deux jeunes filles, une insulaire à la peau blanche et aux taches de rousseur, et une demi-elfe aux cheveux noirs, quittèrent la chambre en hâte. L'homme qui se tenait sur le seuil de la porte enleva son manteau et le donna à Mama en même temps qu'une bourse. Petite, mais bien remplie. « Veuillez m'excuser, maître, dit-il en s'approchant de la table et en s'y installant. Je sais que je vous dérange à un moment peu propice, mais vous aviez disparu si soudainement de sous le chêne. Je ne suis pas parvenu à vous rattraper sur la grande route comme j'en avais l'intention, et je n'ai pas pu retrouver vos traces rapidement dans le village, mais rassurez-vous, je n'en ai pas pour longtemps. » C'est ce que l'on dit à chaque fois, et à chaque fois, ce sont des balivernes, coupa le barde. Laissez-nous seuls, Lanthieri, et veille à ce que personne ne vienne nous déranger. Je vous écoute, messire. L'homme lui lança un regard scrutateur. Il avait des yeux sombres et humides, comme remplis de larmes, un nez anguleux, ainsi que de fines lèvres disgracieuses. « Venons-en au fait sans plus tarder, déclara-t-il après avoir attendu que la porte se fût refermée derrière Mama. Vos ballades m'intéressent, maître, et, plus précisément, certaines personnes dont vous chantez les faits. Je me préoccupe du véritable destin des héros de vos ballades, car, si je ne m'abuse, les belles compositions que j'ai pu écouter sous les chênes sont inspirées de la vie de personnes bien réelles,
j'ai à l'esprit l'enfant appelé Cyrilla de Cintra, la petite fille de la reine de Calante. Jasquier leva les yeux au plafond et tapota sur la table. « Messire, dit-il d'un ton sec, vous vous intéressez à des choses bien étranges, et vous me posez des questions qui ne le sont pas moins. J'ai l'impression que vous n'êtes guère celui pour lequel je vous ai pris. Et pour qui vous m'aviez pris, si je puis me permettre, j'ignore, si vous le pourrez. Si vous me transmettiez dans l'instant les salutations d'amis que nous aurions en commun, alors peut-être, c'est d'ailleurs ce que vous auriez dû faire avant toute chose, mais vous semblez l'avoir oublié. » Je ne l'ai pas oublié. L'homme sortit de sous son cafetan en velours, d'un brun profond, une seconde bourse, un peu plus grande que celle qu'il avait donnée à la maquerelle, mais tout aussi bien remplie, comme l'attesta le tintement des pièces au contact de la table. Nous avons, tout simplement, aucun ami en commun, Jasquier, mais cette bourse n'est-elle pas en mesure de pallier ce manquement? Que comptez-vous acheter avec cette aumônière maigrelette? Demanda le troubadour en faisant la moue. Le bordel de ma malentérie et les terres qui l'entourent? Disons que j'ai l'intention de soutenir l'art et l'artiste, afin de pouvoir causer avec lui de son œuvre. Vous aimez l'art à ce point, messire? Vous avez tellement hâte de discuter avec l'artiste que vous tentez de le refiler de l'argent avant même de vous présenter, bafouant ainsi les règles de politesse les plus élémentaires. Au début de notre conversation, mon anonymat me semblait guère vous importuner. À présent, cela commence à me déranger. Je n'ai pas honte de mon nom, déclara l'homme, en affichant un sourire discret sur ses lèvres minces. Je m'appelle Rience. Vous ne me connaissez point, maître Jasquier. Rien d'étrange de cela. Vous êtes trop célèbre, vous avez trop d'admirateurs pour les connaître tous. En revanche, tous ceux qui louent votre talent croient vous connaître au point de penser qu'une certaine familiarité leur est permise. Je viens moi-même d'en donner l'exemple. Je sais que c'est une fausse idée, veuillez m'en excuser. Je vous excuse. J'entends par là que vous accepterez de répondre à quelques questions. Non, c'est faux, protesta le poète en se rengorgeant. À présent, c'est à vous de bien vouloir me pardonner, mais je ne parle qu'à contre-cœur des thèmes de mes compositions, de mes inspirations, des personnages, fictifs ou autres, qui peuplent mes chansons. Cela dépouille en effet mon art de sa dimension poétique et la rend banale. Vraiment? Assurément. Notez que si je déclarais, après avoir chanté une ballade sur une joyeuse manière, qu'il s'agissait en réalité de Svirka, la femme du meunier, Psyrkose, et que je précisais que l'on peut la trousser tous les jeudis parce que ce jour-là, son mari est au marché, ce ne serait plus de la poésie. Ce serait soit du maquerellage, soit une odieuse diffamation. Je comprends, fit aussitôt Rience, mais il s'agit peut-être d'un mauvais exemple. Je ne me préoccupe guère des vices et des péchés des autres. Vous n'humilieriez personne en répondant à mes questions. J'en ai besoin que d'une seule petite information. Qu'est-il véritablement arrivé à Cyrilla, la princesse de Cintra? Nombreux ceux qui affirment qu'elle a disparu durant le siège de la ville. Il y aura même des témoins oculaires de la scène. En revanche, votre ballade laisse entendre que l'enfant a survécu. Je serais vraiment curieux de savoir s'il s'agit là de votre imagination ou d'un fait avéré. Votre curiosité m'enchante grandement. Jasquier adressa un large sourire à son interlocuteur. Vous allez rire, messire. Je ne sais plus qui, mais j'avais justement cela à l'esprit lorsque j'ai composé cette ballade. Je souhaite interpeller mes auditeurs et piquer leur curiosité. Est-ce vrai ou faux? Incita froidement Rience. Si je répondais à cette question, je détruirais le fruit de mon travail. Adieu, mon ami. Tu as épuisé tout le temps que je pouvais t'accorder. 2 de mes inspirations m'attendent là-bas, toutes incertaines qu'elles sont du choix que je ferai. Rience garda le silence un long moment, sans donner l'impression de vouloir partir. Il fixa un regard humide et antipathique sur le poète, qui sentait l'inquiétude le gagner. En bas, dans la salle principale du lupanar, se faisait entendre un joyeux raffut, ponctué de petits rires aigus de femmes. Jasquier détourna la tête, comme pour faire montrer de sa hautaine supériorité, mais en réalité, il jugeait la distance qui le séparait du coin de la pièce, et surtout de la tapisserie représentant une nymphe qui s'arrosait les seins avec l'eau d'une jarre. Jasquier, dit enfin Rience en glissant sa main dans la poche de son cafetan brun. Réponds à mes questions, je t'en prie. Je dois savoir. C'est extrêmement important à mes yeux. Et crois-moi, c'est également pour toi, parce que si tu daignes y répondre, eh bien quoi? Une grimace hideuse se dessina sur les fines lèvres de Rience. Je ne me verrai pas obligé de te contraindre à parler. Écoute-moi bien, maudit Pandare. Jasquier se leva et feignit d'afficher un air menaçant. J'en ai horreur, toute forme de violence et d'oppression. Mais
Je m'en vais de ce pas acquérir Madame Mama Lantieri, qui, elle-même, fera appel à un certain Grusilla, lequel occupe en ce lieu la lourde et distinguée fonction de videur. C'est un véritable artiste en son genre. Il te bottera les fesses, tant et si bien qu'il te fera voler au-dessus des toits de ce village, et que les rares passants encore dans les rues à cette heure te prendront pour un Pégase. Toujours le sens... Riant s'effectue un geste rapide. Une lueur jaillit de sa main. « Es-tu certain d'avoir le temps de les appeler ?» demanda-t-il. Jasquier n'avait pas l'intention de le vérifier, pas plus qu'il n'avait l'intention d'attendre plus longtemps. Avant qu'un couteau papillon virevolte et atterrisse dans la main de Riance, le poète bondit pour atteindre le coin de la pièce, plongea sous la tapisserie représentant la nymphe, ouvrit d'un coup de pied sec la porte secrète dissimulée derrière, et dévala en toute hâte les escaliers en colimaçon, en se guidant habilement à l'aide des rampes polies par l'usure. Riance se jeta à sa poursuite, mais Jasquier était sûr de lui. Il connaissait ce passage secret comme sa poche. Il l'avait emprunté plus d'une fois pour échapper à ses créanciers, à des maris jaloux ou à des concurrents enclins au rix à qui il volait parfois des rimes et des mélodies. Il savait qu'au troisième virage, il tâterait une petite porte à tambour derrière laquelle se trouvait une échelle menant à la cave. Il était certain que son poursuivant, comme tous les autres avant lui, n'avait pas le temps de freiner sa course et qu'il continuerait de dévaler les marches avant de tomber dans une trappe qui le fera atterrir tout droit dans la porcherie. Il était tout aussi certain que, contusionné, enlisé dans le fumier et malmené par les cochons, il abandonnerait la poursuite. Jasquier se trompait, comme chaque fois qu'il était sûr de lui. Une lueur bleue jaillit dans son dos et le poète sentit les extrémités de ses membres s'engourdir, se régir, se raidir et se figer. Il ne parvint pas à ralentir sa course devant la porte à tambour. Ses jambes refusaient de l'obéir. Il poussa un cri et dégringola dans l'escalier en se cognant aux parois de l'étroit couloir. La trappe s'ouvrit sous lui dans un fracas sec. Le troubadour chuta dans l'obscurité et la puanteur. Avant de heurter le sol dur et de perdre connaissance, il se souvint que Mama Lantieri lui avait vaguement parlé de travaux de rénovation dans la porcherie. Est-ce que c'est un magicien du coup le mec? Il fut réveillé par la douleur qui irradiait dans ses poignets et dans ses bras attachés par une corde et affreusement désarticulée. Il voulait pousser un hurlement, mais il ne pouvait pas. Sa bouche semblait avoir été scellée avec de l'argile. Il était agenouillé au sol, et une épaisse corde hissait ses bras dans un grincement. Il tenta de se relever, souhaitant soulager ses membres, mais ses pieds étaient également liés. Toussant, suffocant, il parvint malgré tout à se mettre debout, aidé par la corde qu'il tirait impitoyablement vers le haut. Riance était debout devant lui, ses yeux, mauvais et humides, luisaient à la lumière de la lanterne que tenait à côté de lui une brute mal rasée, dont la taille avoisinait les 2 mètres. Un second sbire, non moins grand assurément, se trouvait derrière. Jasquier entendait sa respiration et sentait l'odeur rance de sa transpiration. L'homme, qui empestait la sueur, tirait justement sur la corde qui était arrachée au poignet du poète et dont on avait fait passer l'autre extrémité par-dessus une poutre du plafond. Les pieds de Jasquier décollèrent du sol. Le poète geignit par le nez. C'est tout ce qu'il fut capable de faire. « Il suffit », dit Riance presque instantanément, bien qu'il semblât à Jasquier que des siècles s'étaient écoulés. Ce dernier toucha de nouveau le sol, mais ne put s'agenouiller malgré son désir le plus vif de le faire. La longue, tendue, l'obligea à rester debout, raide comme un piquet. Riance s'approcha. Son visage ne trahissait pas l'ombre d'une émotion. Ses yeux larmoyants n'avaient absolument pas changé d'expression. De même, le ton avec lequel il s'exprimait était calme, posé et légèrement blasé. Espèce de rimailleur, d'avorton, de moins que rien. Toi, la nullité prétentieuse, tu croyais pouvoir m'échapper? Personne n'y est encore parvenu. Nous n'avons pas terminé notre conversation, sale cabotin.
Je t'avais posé une question dans de meilleures circonstances. À présent, tu vas y répondre, mais dans des conditions bien moins agréables, n'est-ce pas, que tu vas me répondre? Jasquier s'empressa d'opiner la tête. Alors seulement, Rian s'afficha un sourire. Il fit un signe, sentant la corde se tendre plus encore, et ses bras tournés vers l'arrière craquer au niveau des articulations. Le barde poussa un cri désespérément aigu. « Tu ne peux pas parler, » constata Riance, l'air abominablement satisfait. « Et ça fait mal, n'est-ce pas? Sache que je t'écartèle pour l'instant, pour mon propre plaisir, parce que j'adore regarder les autres souffrir. Allez, encore un peu plus haut. » Jasquier faillit s'étouffer dans un cri. « Il suffit, » ordonna Riance. Il s'approcha ensuite du poète et l'attrapa par le jabot. « Écoute-moi bien, jeune coq. À présent, je vais retirer le sort que je t'ai jeté, afin que tu puisses parler de nouveau. Si tu tentes d'hausser ta jolie voix plus que nécessaire, tu le regretteras amèrement. » C'était donc bien magicien le mec. Nous avons fait une bonne déduction. Il fit un geste de la main et toucha la joue du poète avec sa bague. Jasquier sentit qu'il recouvrait des sensations au niveau des mâchoires, de la langue et du palais. Maintenant, je vais te poser quelques questions, et tu y répondras sans hésiter, rapidement et de manière exhaustive. Si tu hésites ne serait-ce qu'un instant, si tu bégayes, si tu me donnes une seule petite raison de douter de sa sincérité, eh bien, regarde à terre. Jasquier s'exécuta, et constata avec effroi qu'au lien enserré autour de ses chevilles était attaché un petit cordon, dont l'autre extrémité était reliée à un seau rempli de chaux. C'est mal parti. Si je donne l'ordre de te hisser plus haut et avec toi ce seau, déclara Riance dans un affreux sourire, tu ne recouvreras plus jamais l'usage de tes bras. Je doute fort que tu sois capable de jouer du luth après cela. J'en suis même persuadé. Je suppose donc que tu vas parler. J'ai raison, n'est-ce pas? Jasquier ne répondit pas. L'effroi l'empêchait de hocher la tête ou d'émettre le moindre son. De toute façon, Riance ne semblait pas attendre de confirmation de sa part. Il va de soi que je saurai immédiatement si tu dis la vérité, affirma-t-il. Je ne me laisserai prendre à aucun subterfuge, ni abuser par aucun de tes artifices poétiques ou par ton érudition douteuse. Ce sera très facile, comme il me fut facile de te paralyser dans les escaliers. Je te donne là un bon conseil, vaut rien. Pèse bien chacun de tes mots. Bon, assez perdu de temps, allons-y. Comme tu le sais déjà, je m'intéresse à l'héroïne de l'une de tes ballades, la petite fille de la reine Calante de Cintra, la princesse Cyrilla, appelée affectueusement Ciri. Selon les dires de témoins oculaires, cette jeune personne a péri au cours de la prise de la ville, il y a de cela 2 ans. Dans ta ballade, en revanche, tu décris de manière pittoresque et émouvante sa rencontre avec cet individu étrange, pour ainsi dire légendaire, ce sorceleur, Geralt ou Gerald. Abstraction faite des fariboles poétiques sur la destinée et les arrêts du sort, il ressort de ta chanson que l'enfant est sorti sain et sauf de la bataille de Cintra. Est-ce vrai? Je l'ignore, génie Jasquier. Par tous les dieux, je ne suis qu'un poète. J'ai entendu certaines choses, mais le reste, eh bien, le reste je l'ai inventé, je l'ai créé de toutes pièces. Je ne sais absolument rien, s'écria le barde en voyant Riance faire un signe au puant et en sentant la corde se tendre davantage. Je ne mens pas. Soit, affirma Riance en hochant la tête. Tu ne mens pas du but en blanc, je l'aurais senti. Mais tu cherches à me tromper. Tu n'aurais pas pu inventer une balade comme ça, sans raison. Et puis, tu connais ce sorceleur. On t'a vu plus d'une fois en sa compagnie. Allez, parle, Jasquier. Si tu tiens à tes articulations, avoue tout ce que tu sais. Cette Ciri était destinée au sorceleur, souffla le poète. L'enfant surprise, comme on l'appelle. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est une histoire connue. Ses parents avaient juré de la remettre au sorceleur. Les parents auraient voulu confier leur enfant à ce mutant fou, à ce tueur à gages. Tu mens, rimailleur. Tu peux compter ces sornettes aux bonnes femmes, mais pas à moi. Cela s'est passé ainsi. Je le jure sur l'âme de ma mère, Oketa Jasquier. Je le sais de source sûre, au sorceleur. Parle de la fille. Le sorceleur ne m'intéresse guère pour l'instant. J'ignore tout de la fille. Je sais juste que le sorceleur se rendait à Cintra pour la chercher quand la guerre a éclaté. Je l'ai rencontrée à ce moment-là.
Je allais leur raconter le massacre, la mort de Calante. Il m'a posé des questions sur cet enfant, sur la petite fille de la reine. Mais moi, je savais qu'ils avaient tous péri à Cintra, que personne n'était sorti vivant du dernier bastion. Parle, moins de métaphores, plus de concret. Lorsque le sorceleur eut connaissance de la prise et du massacre de Cintra, il a renoncé à poursuivre sa route. Nous avons fui tous les deux en direction du nord. Nos routes se sont séparées à Engforg et depuis, je ne l'ai plus revu. Comme en chemin, il avait évoqué cette Syrie ou je ne sais qui, et sa destinée, eh bien, j'ai composé cette ballade. Je n'en sais rien de plus, je le jure. Rian se le regarda de travers. Où se trouve actuellement ce sorceleur, demanda-t-il, ce tueur de monstres, ce boucheur poétique qui aime à discourir sur sa destinée. Je l'ai dit, j'ai vu les vues pour la dernière fois. Je sais ce que tu as dit, intervint Riance. J'écoute attentivement ce que tu dis. Toi aussi, écoute bien ce que je vais te dire. Réponds précisément aux questions qui te sont posées. Voilà quelle était la question. Si personne n'a vu le sorceleur Geralt ou Gerald depuis plus d'1 an, alors où a-t-il disparu? Où a-t-il l'habitude de se cacher? J'ignore où ça se trouve, répondit aussitôt le troubadour. Je ne mens pas, je ne sais vraiment pas. Trop vite, Jaskier, trop vite. Rian sourit de manière inquiétante. Tu as répondu avec trop d'empressement. Tu es malin, mais tu as commis une imprudence. Tu me dis ne pas savoir où se trouve sa cachette, mais je gage que tu en connais le nom. Jaskier serra les dents, de colère et de désespoir. Alors, Riance fit un nouveau signe au pion. Où se cache le sorceleur? Comment s'appelle cet endroit? Le poète ne soufflait mot. La corde se raidit et lui tordit douloureusement les bras. Ses pieds ne touchaient plus par terre. Jaskier poussa un hurlement court et étouffé, car Riance le bâillonnait aussitôt au moyen de sa bague. Plus haut encore, plus haut. Riance posa ses mains sur ses hanches. Tu sais, Jaskier, je pourrais sonder ton cerveau à l'aide de la magie, mais c'est trop fatigant. Par ailleurs, j'aime voir la douleur faire sortir les yeux de leur orbite. Et toi, de toute façon, tu parleras. Jaskier savait qu'il allait parler. Le cordon attaché à ses chevilles se tendit, le seau rempli de chaux se mit à glisser sur le sol dans un grincement. Messire fit dans le second sbire en couvrant la lanterne de son caban et en regardant par l'une des fentes de la porte de la porcherie. On vient par là. Une fille, on dirait bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, tous les deux, siffla Riance. Éteins la lanterne. Le pion lâcha la corde. Jaskier s'écroula au sol de tout son long, mais de ses sorts qu'il put voir l'homme à la lanterne se poster près du portillon et le pion s'embusquait de l'autre côté, un long couteau à la main. La lumière de la maison close s'infiltra entre les planches. Le poète entendit le brouhaha et les chants lui parvenirent de là-bas. La porte de la porcherie grinça et s'ouvrit. Une silhouette de taille moyenne, enveloppée dans un manteau et coiffée d'un petit bonnet bien ajusté, apparut dans son embrasure. Après un instant d'hésitation, la jeune fille franchit le seuil. Le pion se jeta sur elle et lui assina un coup de couteau. La brute atterrit sur ses genoux, car la lame n'avait rencontré aucun obstacle. Elle avait traversé la gorge de la jeune personne, comme s'il s'était agi d'un nuage de fumée. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur une phrase simple, excusez-moi. De fait, l'inconnu s'était chargé d'une sorte de brouillard qui commençait à se dissiper. Mais avant que celui-ci s'évapore totalement, une deuxième silhouette, indistincte, sombre et agile comme un chat, entra dans la porcherie. Jaskier la vit jeter son manteau sur le sbire à la lanterne et sauter par-dessus celui qui empestait la sueur. Le poète aperçut une lueur dans la main de l'inconnu et entendit le pion s'étrangler et pousser un râle d'agonie. L'autre brute parvint à se débarrasser du manteau, fit un bond et leva son bras armé d'un couteau. Un éclair de feu fusait de la main de la silhouette sombre, et un sifflement aigu se répandit, tel de l'huile en flamme, sur le visage et le torse de l'homme de main, dans un grondement terrible. La brute poussa un cri abominable. L'odeur nauséabonde de la chair brûlée emplit la porcherie. C'est alors que Riance entra en scène. Le sort qu'il jeta perça les ténèbres d'une lueur bleue. Jaskier parvint à distinguer une femme élancée, habillée en homme, qui faisait des gestes étranges à l'aide de ses deux mains. Il l'entreaperçut l'espace d'une seconde, car la lumière bleue disparut soudainement dans un grondement et un éclair aveuglant. Riance poussa un cri de rage.
fut propulsé vers l'arrière et atterrit sur des cloisons de bois qu'il brisa dans un énorme fracas. La femme se jeta sur lui, un poignard scintillant à la main. La porcherie s'emplit d'une nouvelle clarté, dorée cette fois, provenant d'un ovale lumineux qui se dessina soudain dans l'air. Jasquier vit Rian se relever précipitamment et sauter dans cet ovale pour disparaître en un instant. La forme ovoïdile perdit peu à peu de son éclat, mais avant qu'elle s'éteigne totalement, la femme parvint à s'en approcher et à vociférer des paroles incompréhensibles, le bras tendu dans sa direction. Un craquement en un souffle, et un souffle se firent entendre, puis une explosion de feu ranima à l'espace d'un instant l'ovoïde dont la lumière déclina. Un bruit indistinct, une voix qui rappelait un cri de douleur, parvint de loin, de très loin, jusqu'aux oreilles de Jasquier, puis l'ovale s'éteignit complètement. L'obscurité régnait de nouveau dans la porcherie. Le poète sentit la force qui le bâillonnait disparaître. « Au secours, à l'aide !» hurla-t-il. « Ne hurle pas, Jasquier !» fit la femme alors qu'elle s'agenouillait près de lui et coupait ses liens à l'aide du couteau papillon de Riance. « Yennefer, c'est toi ? Tu ne vas tout de même pas prétendre avoir oublié à quoi je ressemble. Ma voix, elle non plus, ne doit pas être étrangère à ton oreille musicale. Tu peux te lever et ne pas briser les os ?» Jasquier se releva avec peine, il geignit et frotta ses bras endoloris. « Et eux ?» Jasquier désigna les corps étendus au sol. « Allons voir. » La magicienne referma le couteau papillon d'un coup sec. L'un des deux doit encore être en vie. J'aurais quelques questions à lui poser. Je crois que celui-ci respire encore. Le troubadour se tenait debout, près de l'homme qui empestait la sueur. Je ne le pense pas, affirma froidement Yennefer. Je lui ai tranché la trachée et la carotide. Quelque chose râle, peut-être encore en lui, mais plus pour longtemps. Jasquier frémit. Tu lui as tranché la gorge ? Si ma prudence innée ne m'avait pas conseillé d'envoyer d'abord un leurre, c'est moi qui serais étendu là. Allons voir le deuxième. Malpeste. Regarde, un tel gaillard, il n'a pas tenu le coup. Dommage. Il est mort lui aussi ? Il a subi le choc de plomb fait. J'y suis allé un peu trop fort. Regarde, même ses dents sont calcinées. C'est Yennefer, quoi. Point faible de Yennefer, trop fort, quoi. Dans le milieu, on l'appelle le bulldozer, Yennefer. Jasquier, que t'arrive-t-il? Tu vas vomir? Je crois bien, répondit fébrilement le poète en se courbant, en appuyant son front contre le mur de la porcherie. Suivi par un gros... C'est bien tout? La magicienne reposa son gobelet et empoigna une broche sur laquelle rôtissaient des poulets. Tu ne mens pas, tu n'as rien omis, absolument rien, mis à part de te remercier. Merci Yennefer. Elle le regarda dans les yeux et fit un signe discret de la tête. Ses boucles d'un noir luisant ondoyèrent et se déversèrent en cascade sur son épaule. Elle fit glisser un poulet rôti dans son assiette en bois, et se mit à le détailler habilement. Elle s'aidait d'un couteau et d'une fourchette. Jusqu'à présent, Jasquier ne connaissait qu'une seule personne capable d'en faire autant. Il savait, désormais, où Geralt avait appris de ses manières et qui le les avait apprises. Ah, se dit-il, rien d'étrange à cela. Il a habité avec elle durant toute une année, dans sa maison, à Wengerberg, avant qu'il ne mette les voiles. Elle a réussi à lui inculquer plus d'une extrancicité. Il retira un autre poulet de la broche, arracha une cuisse avec détermination et se mit à la ronger, en la tenant ostensiblement des deux mains. « Comment as-tu su » demanda-t-il. « Comment es-tu parvenu à venir à mon secours à temps ?»« J'étais là, sous le chêne Bléoberis pendant ton récital. »« Je ne t'y ai point vu. Je ne voulais pas être vu. Ensuite, je t'ai suivi jusqu'au village. Je t'ai attendu ici dans cette auberge. Il était inconvenant de te suivre là où tu te rendais, dans ce temple des plaisirs douteux et de la chaude pisse. Finalement, j'ai perdu patience. Je tourne en rond dans la cour lorsqu'il m'a semblé entendre des voix provenant de la porcherie. J'ai tendu l'oreille et me suis alors rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un sodomite comme je le croyais au départ, mais de toi. Oh oui, l'aubergiste, amène-nous encore de ton vin. Tout de suite, noble dame, j'y cours. Le même que celui qui nous a servi, je te prie, mais cette fois sans eau. Je ne tolère l'eau que dans les bains, elle me répugne dans le vin. Oui, oui, tout de suite. Yennefer repoussa son assiette. Jasquier remarqua qu'il restait encore assez de viande sur la carcasse de poulet
pour suffire au déjeuner de l'aubergiste et de sa famille. Le couteau et la fourchette étaient sans conteste des ustensiles élégants et raffinés, mais peu efficaces. « Merci d'être venu à mon secours, répéta-t-il. Ce maudit Riance ne m'aurait pas laissé la vie sauve. Il m'aurait fait tout avouer, et puis m'aurait égorgé comme un vulgaire mouton. C'est aussi ce que je crois. » Elle se versa du vin, ainsi qu'à Jasquier, puis leva son gobelet. « Alors, buvons à ta santé, le poète, à ta santé saine et sauve. » À la tienne, Étienne. Et non, c'était une blagounette, bien sûr. À la tienne, Yennefer, dit-il en retour. À ta santé, pour laquelle je te prierai désormais chaque fois qu'on s'en présentera l'occasion. Je suis ton obligé, gente dame. Je paierai ma dette avec mes chansons. Par elles, je détruirai le mythe qui prétend que les magiciennes restent indifférentes aux malheurs d'autrui et ne montrent guère d'empressement à porter secours aux pauvres et malheureux mortels qui leur sont étrangers. Certes, le mythe a ses fondements. Il n'est pas né sans raison, sourit la magicienne en sillant légèrement des yeux, des beaux yeux d'un violeux unique. Mais toi, Jasquier, tu ne m'es pas étranger. Je te connais et je t'apprécie. Vraiment? Le poète sourit à son tour. Tu avais bien caché ton jeu jusqu'à présent. J'ai même ouï dire que tu me détestais, je cite, comme la peste. C'était vrai à une époque. La magicienne prit soudain un air sérieux. J'ai changé de point de vue par la suite. Je te suis devenue reconnaissante. Pour quelle raison, si je puis me permettre? Peu importe, fit-elle en jouant avec son gobelet vide. Revenons à des questions plus graves, comme celles qui t'ont été posées dans la porcherie alors qu'on te désarticulait les bras. Comment cela s'est-il passé en réalité? Est-il vrai que tu n'as pas vu Geralt depuis que vous avez traversé la Yaruga, pour fuir les Nilfgaardiens? Ignorais-tu vraiment qu'il avait regagné le sud à la fin de la guerre? Qu'il avait été gravement blessé, à tel point que des rumeurs s'étaient mises à circuler sur sa mort? Est-il réellement possible que tu ignorais tout ça? Absolument. J'ai longtemps séjourné à Pont-Vanis, à la cour d'Estrade Thyssen, ensuite à celle de Niedamir, à Engforg. Donc, tu ignorais tout. La magicienne hocha la tête en déboutonna son blio. À son cou, sentit une étoile d'obstienne, incrustée de diamants, suspendue à un ruban de velours noir. Tu ne savais pas que Geralt, après avoir soigné ses blessures, s'était rendu à l'autre rive. Tu n'as pas une idée de qui il recherchait là-bas? Si, bien sûr, mais j'ignore s'il est arrivé à ses fins. Tu l'ignores, reprit-il. Toi qui d'ordinaire sais tout et narre tout dans ses chansons. Même lorsqu'il s'agit de sujets aussi intimes que les sentiments des autres, j'ai écouté tes ballades sous Bléboris Jasquier. Tu as dédié de bien beaux couplets à ma personne. Pardon, la poésie a des droits qui lui sont propres, marmonna-t-il en regardant son poulet. Personne ne devrait se sentir lésé. Ses cheveux, tels le plumage d'un freux, se mêlent dans un tourbillon ténébreux, récita Yennefer dans une emphase excessive. Des éclairs améthyses sommeillent au fond de ses grands yeux. C'est bien ainsi, n'est-ce pas? C'est l'image que j'ai gardée de toi, fit le poète dans un sourire timide. Que celui qui voudrait infirmer cette description me jette la première pierre. J'ignore toutefois qui t'a autorisé à décrire mes organes intimes, mes organes internes. Comment c'était déjà? Son cœur n'a de semblable que le bijou qui orne son cou, dur et insensible comme le diamant, plus que l'obsidienne coupant et blessant. L'as-tu inventé ou bien... Ses lèvres tremblèrent et se crispèrent. As-tu recueilli les confidences et les plaintes d'une certaine personne? Jasquier se racla la gorge et éluda cette épineuse question. Dis-moi, Yennefer, quand as-tu vu Jasquier Geralt pour la dernière fois? Il y a longtemps. Après la guerre? Voyons voir. Le ton de sa voix changea légèrement. Non, je ne l'ai pas vu après la guerre. Pendant un long moment, je n'ai vu personne. Mais revenons-en au fait, cher poète. Je suis assez surprise d'apprendre que tu ignorais tout, que tu n'avais rien ouï dire à ce sujet, et que, malgré cela, quelqu'un tente de t'étarquer pour te soutirer des informations. Cela ne t'inquiète donc pas? Bien sûr que si. Écoute-moi bien, dit-elle sur un ton sec, en cognant son gobelet contre la table. Écoute-moi très attentivement. Raye cette balade de ton répertoire, ne la chante plus. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Tu peux chanter tes ballades sur la guerre contre Nilfgaard ou sur Geralt et sur moi-même. Elles ne pourront ni nous aider, ni nous léser. Mais ne chante plus ta ballade sur le lionceau de Cintra. Elle regarda tout autour d'elle pour vérifier que personne,
parmi les rares clients de l'auberge qui étaient encore là à cette heure, n'était en train de les écouter, et elle attendit que la fille qui desservait retournât à la cuisine. Évite également tout tête-à-tête avec des inconnus, fit-elle à mi-voix, tels ceux qui oublient avant toute chose de te transmettre les salutations d'amis communs. Tu me comprends? Il la regarda d'un air surpris. Yennefer lui répondit par un sourire. Tu as le bonjour de Dijkistra, Jaskier. Ce fut au tour du bar de balayer la pièce d'un regard craintif. Sa stupéfaction devait être manifeste et son expression risible, car la magicienne se permit une grimace assez sarcastique. À propos, il attend ton rapport, souffla-t-elle en se penchant par-dessus la table. Tu rentres de Verden et Dijkistra est curieux de savoir ce qui se dit à la cour du roi Ervil. Il m'a pris de te dire que cette fois-ci, ton rapport devrait être concret, détaillé, et en aucun cas versifié. De la prose, Jaskier, le vœu de la prose. Le poète avala sa salive et secoua la tête. Il se taisait tout en réfléchissant à la question qu'il voulait poser. La magicienne le devança. Voilà venir des temps difficiles, dit-elle à voix basse, difficiles et dangereux. Voici venir le temps des changements. Le changement, c'est maintenant. Ce serait triste de vieillir avec la conscience de n'avoir rien fait pour que les changements à venir soient des changements en mieux, n'est-ce pas? Le poète acquiesça d'un signe de tête et s'éclaircit la voix. Yennefer, je t'écoute, cher poète. Ces hommes dans la porcherie, ce serait bien de savoir qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, qui les avait envoyés. Tu les as tués tous les deux, mais la rumeur dit que vous, les magiciens, parvenez à soutenir des informations, même au trépassé. Et la rumeur ne précise-t-elle pas qu'un édit du chapitre interdit la nécromancie? Laisse tomber, Jaskier. Ces brutes ne devraient pas savoir grand-chose de toute manière. Quant à celui qui a réussi à s'enfuir, là c'est une autre histoire. Riance, c'est un magicien, n'est-ce pas? C'est exact, mais il n'est pas vraiment habile. Il t'a tout de même échappé. J'ai bien vu par quel moyen il s'est téléporté, c'est bien cela. Cela ne signifie-t-il rien? Si, bien sûr. Cela signifie que quelqu'un lui est venu en aide. Riance n'avait ni le temps, ni la force nécessaire pour ouvrir le portail ovale qui s'est dessiné dans l'air. Ce genre de porte n'est pas du bibus. Il est clair qu'une autre personne l'a ouverte. Une personne bien plus puissante, incontestablement. C'est la raison pour laquelle j'ai eu peur de me lancer à la poursuite de Riance, ne sachant pas où j'allais atterrir. Mais j'ai envoyé sur ses traces une vague de chaleur plutôt élevée. Il va lui falloir user de moult élixirs et formules magiques pour contrer les brûlures, mais de toute manière, il restera marqué pendant un certain temps. Tu seras peut-être intéressé d'apprendre que c'est un Nilfgaardien. Tu crois cela? Yennefer se redressa sur sa chaise, sortit le couteau papillon de sa poche d'un geste rapide et le retourna dans sa main. Nombreux sont ceux qui portent à présent des couteaux nilfgaardiens. Ils sont très maniables et pratiques, on peut même les dissimuler dans un décolleté. Il ne s'agit pas d'un couteau. Alors qu'il me questionnait, il employait les expressions « la bataille de Cintra »,« la prise de la ville » ou quelque chose dans le genre. Jamais je n'ai entendu quelqu'un parler de ces événements. Pour nous, ça a toujours été le massacre. Le massacre de Cintra. Personne n'en parle autrement. La magicienne leva la main et regarde distractement ses ongles. Bravo Jaskier, tu as une bonne oreille. Une déformation professionnelle. Je serais curieuse de savoir quelle profession tu as à l'esprit, fit-elle dans un sourire espiègle. Mais je te remercie pour cette information, elle est précieuse. Voilà ma contribution au changement pour le mieux, lui répondit-il en souriant lui aussi. Dis-moi Yennefer, pour quelle raison Nilfgaard s'intéresse-t-il tant à Geralt et à cette fillette de Cintra? Ne te mêle pas de ça, Yennefer afficha soudain un air grave. Je te l'ai dit, tu dois oublier le fait d'avoir un jour entendu parler de la petite fille de Calante. C'est vrai, tu me l'as dit, mais je ne cherche pas un sujet pour une autre balade. Que diable cherches-tu donc alors? Des ennuis? Supposons, fit Jaskier à voix basse en posant le menton sur ses doigts croisés. Il regardait la magicienne droit dans les yeux. Supposons que Geralt ait bel et bien retrouvé et sauvé cet enfant. Supposons qu'il ait enfin cru à la force de la destinée et qu'il ait pris la fillette avec lui. Où l'aurait-il emmené? Rien s'est tenté de le me faire avouer sous la torture, mais toi, tu sais Yennefer, tu sais où se cache le sorceleur, en effet. Et tu sais comment s'y rendre. Également.
Ne crois-tu pas qu'il faudra le mettre en garde, l'avertir, que des gens tels que ce Riance le cherchent, lui, et la fillette? J'irais bien, moi, mais j'ignore vraiment où se trouve cet endroit, ce lieu, dont je préférais tairer le nom. Viens-en au fait, Jasquier. Si tu sais où se trouve Geralt, tu devrais y aller et le prévenir. Tu lui es redevable, Yennefer. Un lien vous unissait, lui et toi. C'est vrai, affirma-t-elle froidement. Un lien nous unissait. C'est pourquoi je le connais un peu. Il n'aimait pas qu'on lui vienne en aide. Lorsqu'il en avait besoin, il allait chercher appui auprès des personnes en qui il avait confiance. Plus d'un an s'est écoulé depuis ces fameux événements. Et moi, je n'ai reçu aucune nouvelle de sa part. Pour ce qui est de ma dette envers lui, je lui dois autant qu'il me lui doit. Ni plus, ni moins. On sait quoi? C'est moi qui ira, fit-il en relevant la tête. Voudrais-tu? Je ne te dirai rien, interrompit-elle aussitôt. Tu es grillé, Jasquier. Ils peuvent encore te tomber dessus. Moins tu en sauras, mieux ça voudra. Disparais. Va en Ridani, chez Discastra et Philippa Eart. Impose ta présence à la cour de Vézémir. Et je t'avertis encore une fois, oublie le lionceau de Sintra. Oublie Ciri. Fin de n'avoir jamais entendu ce prénom. Fais ce que je te demande. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Je t'apprécie trop. Je te suis trop reconnaissante pour... Voilà que tu recommences. Pourquoi donc m'es-tu reconnaissante, Yennefer? La magicienne détourna la tête et observa un long silence. Vous avez voyagé ensemble, fit-elle enfin. Grâce à toi, il n'était pas seul. Tu étais son compagnon de route. Tu étais avec lui. Le barde baissa les yeux. Cela ne lui a pas apporté grand-chose, murmura-t-il. Cette amitié ne lui a pas vraiment été profitable. Je ne lui ai causé que des ennuis. Il devait sans cesse me sortir du pétrin, me venir en aide. Elle se pencha par-dessus la table, posa sa main sur celle du poète et la serra sans dire un mot. Son regard exprimait le regret. Oui, parce qu'elle aurait aimé que ça soit elle qui accompagne Geralt. Ouh là là, c'est pas de l'ASMR, c'est trop fort. C'est vrai, c'est peut-être un peu fort. Après, genre, je le mets sur YouTube, du coup, c'est compliqué. Est-ce que si tu baisses mon son, c'est un peu moins fort? Ou c'est toujours trop fort pour t'endormir? Et si c'est trop fort, eh bien... désolé pour toi, j'enlèverai peut-être pour la prochaine fois le truc ASMR auditif pour éviter que des personnes comme toi qui soient déçues. Mais j'ai essayé de faire moins d'intention que la dernière fois. Va en Ridani, répéta-t-elle au bout d'un moment. À Trétogor, là-bas, tu seras sous la protection de Discastra et de Philippa. N'essaie pas de jouer les héros. Tu t'es empêtré dans une affaire bien dangereuse, Jasquier. C'est pas grave, bonne soirée de mon ventrine. Bah oui, merci bien à toi d'être passé quand même. Et bon courage pour trouver de l'ASMR qui te permette de t'endormir et de passer une bonne fin de soirée. Et puis du coup, peut-être à une autre fois. Des bisous. Tu t'empêtrais dans une affaire bien dangereuse, Jasquier. Je l'ai remarqué. Il fit une grimace et massa ses bras endoloris. C'est justement pourquoi je pense qu'il serait bon de prévenir Geralt. Tu es la seule à savoir où le trouver. Tu connais le chemin. Je présume que tu t'y es rendu plus d'une fois en tant qu'invité. Yennefer se retourna. Jasquier vit ses lèvres se contracter et sa joue trembler. C'est vrai. Cela m'est arrivé par le passé, déclara-t-elle alors que sa voix laissait à peine percevoir un sentiment étrange. Il m'est arrivé de m'y rendre en tant qu'invité, jamais en tant qu'intruse. Le vent faisait rage. Il balayait les touffes d'herbe au pied des ruines et faisait bruire les buissons d'aubépines et les hautes orties. Les nuages glissèrent sur l'orbe de la lune qui, l'espace d'un instant, éclairait la forteresse et jeta sa lueur blafarde, tachetée d'ombre, sur les douves et les vestiges du mur, laissant ainsi apparaître des monticules de crânes, aux dents ravagées, qui fixaient le néant de leur orbite noire. Ciri poussa un cri aigu et cacha son visage sous le manteau du sorceleur. La jument, talonnée par son cavalier, enjamba prudemment un tas de briques et passa sous une arcade brisée. Ces fers, qui tintaient contre les dalles de pierre, éveillaient au sein des murs des échos effroyables. Étouffée par les hurlements du vent, Ciri, qui tremblait de toutes parts,
enfouit ses petites mains dans la crinière du cheval. « J'ai peur, souffla-t-elle. « Tu n'as pas à avoir peur, lui répondit le sorceleur en posant sa main sur l'épaule de la fillette. Il est difficile de trouver un endroit plus sûr au monde. Voici Kaer Morhen, l'antre des sorceleurs. Là, il y avait un magnifique château autrefois, un château fort autrefois, il y a bien longtemps. » Elle ne répondit pas et rentra la tête dans les épaules. La jument du sorceleur, appelée Ablette, renifla doucement comme pour la rassurer à son tour. Ils s'enfoncèrent dans une cavité ténébreuse, un tunnel long, interminable, entouré de colonnes et d'arcades. Faisant fi de l'épaisse obscurité qui y régnait, Ablette avançait à pas sûr et plein d'entrain, et faisait teinter ses fers contre le sol avec ardeur. Devant eux, au bout du tunnel, une ligne droite verticale s'anima soudain d'une lueur rouge. Celle-ci grandit et grossit jusqu'à devenir une porte derrière laquelle perçait une lumière, l'éclat vacillant des torches plantées dans des supports métalliques fixés au mur. Une silhouette noire, au contour indistinct, apparut dans l'embrasure. « Qui va là ?» Ciri entendit une voix sinistre et métallique, semblable à un aboiement d'un chien. « C'est toi, Geralt ?» « Oui, Eskel, c'est moi. Entre. » Le sorceleur mit pied à terre. Il aida Ciri à descendre de la selle, posa la fillette sur le sol et lui mit un baluchon entre les mains. L'enfant s'agrippa fermement à son ballot, en regrettant qu'il soit trop petit pour qu'elle puisse se cacher tout entière derrière lui. « Attends-moi ici avec Eskel, dit le sorceleur. Je vais conduire Ablette à l'écurie. »« Viens près de la lumière, mon petit. Ne reste pas dans l'obscurité, » grommela l'homme prénommé Eskel. Ciri leva les yeux vers le visage de son interlocuteur et étouffa à grand-peine un cri d'effroi. Ce n'était pas un homme. Bien qu'il se tienne sur deux jambes, qu'il sente la sueur et la fumée, qu'il porte des vêtements d'humain, ce n'était pas un homme. Aucun homme, pensa-t-elle, ne peut avoir un tel visage. « Allons, qu'attends-tu » répéta Eskel. Elle resta immobile. Elle entendait le claquement des sabots d'Ablette s'éloigner dans l'obscurité. Une chose molle, qui poussait des couinements, marcha sur son pied. Elle sursauta. « Ne reste pas dans le noir, Petiot. Les rats vont ronger tes bottes. » Serrant le baluchon contre son cœur, Ciri avança rapidement en direction de la lumière. Les rats s'enfuyaient sous ses pas, en poussant des petits cris aigus. Eskel se pencha vers l'enfant, lui prit son ballot et lui enleva son capuchon. « Par la malpeste, marmonna-t-il, une fillette? Il ne manquait plus que cela. » Elle le regarda, tout effrayée. Eskel souriait. Ciri vit que c'était un homme, malgré tout, avec un visage d'homme tout à fait normal, si ce n'est qu'il était défiguré par une cicatrice en forme de demi-cercle sur toute la longueur de sa joue, depuis le coin des lèvres jusqu'à l'oreille. « Puisque tu es là, sois la bienvenue à Kaer Morhen, dit-il. Comment te nomme-t-on » Ciri, répondit Geralt à la place de la fillette, alors qu'il surgissait de l'obscurité sans un bruit. Eskel se retourna. Aussitôt, sans rien dire, les deux sorceleurs s'étreignirent d'un geste rapide, le temps d'une courte accolade puissante et virile. « Tu es en vie, le loup ?»« Oui, en vie. »« Bon. » Eskel retira une torche de son support. « Suivez-moi. Je vais fermer la porte intérieure pour éviter que la chaleur ne s'échappe. » Ils longèrent un couloir. Là aussi, il y avait des rats qui rasaient les murs, couinaient depuis les cavités sombres des passages latéraux. Ils s'enfuyaient devant les cercles de lumière vacillants que projetait le flambeau. Ciri trottait à vive allure, essayant de suivre le rythme des deux hommes. Qui séjourne ici, Eskel, à part Vésimir? Lambert et Cohen. Elles descendirent un escalier aux marches raides et glissantes, un halo percé en bas. Ciri entendait des voix et sentit une odeur de fumée. La salle était immense, baignée dans la lumière d'un grand feu qui crachait des flammes sifflantes dans l'âtre de la cheminée. Une table imposante et massive occupait le centre de la pièce. 10 personnes au moins pouvaient s'y attabler. Ils étaient 3. 3 hommes, 3 sorceleurs, rectifia Ciri en elle-même. Elle ne distinguait que leur silhouette devant le foyer. « Bienvenue, le loup, nous t'attendions. »« Salut à toi, Vésimir. Salut les gars. C'est bon de se retrouver chez soi. »« Qu'as-tu donc amené avec toi ?» Geralt se tut pendant un instant, puis il posa une main sur l'épaule de Ciri et la poussa délicatement vers l'avant. «
Elle avançait d'un pas mal assuré, la tête courbée, rentrée dans les épaules. « J'ai peur, se dit-elle. J'ai très peur. Quand Geralt m'a retrouvé et qu'il m'emmenait avec lui, je ne pensais ne plus jamais avoir peur. Je croyais que c'était du passé. Et voilà qu'au lieu d'une maison, je me retrouve dans cette forteresse en ruine, sombre et lugubre, pleine de rats et d'échos cauchemardesques. Je me retrouve de nouveau en face d'un mur de feu. Je vois des personnages noirs et terrifiants. Je vois leurs yeux, terribles et incroyablement luisants, fixés sur moi. Qui est cet enfant, le loup? Qui est cette fillette? Elle est ma... Geralt hésita soudain. Ciri sentit ses mains puissantes et dures se poser sur son épaule. Sa peur disparut aussitôt, sans laisser de traces. Les flammes rouges qui crépitaient lui apportaient de la chaleur, et uniquement de la chaleur. Les silhouettes noires étaient celles d'amis, de protecteurs. Leurs yeux brillants exprimaient de la curiosité, de la sollicitude et de l'inquiétude. Les mains de Geralt étreignirent les épaules de la fillette. Elle est notre destinée. Et c'est donc la fin de, je crois, de ce premier chapitre, effectivement.